Alors, Kevin, nous, on a l'habitude de pouvoir, en fait, pas laisser les gens se présenter de manière, on va dire, traditionnelle, classique. Mhm, Généralement, on compte qu'on se présente tous par un bonjour, ça va et toi, et finalement, on se connaît pas. Donc, on mhm. va faire plus original, si tu veux bien. Je vais te poser des questions assez simples. Si tu veux y répondre, tant qu'elle touche pas trop à ton intimité et à autre chose. Ok, Ça te va? Génial. nickel, let's go. On part le classique, question garde à vue, nom, prénom plus âge. Alors, nom c'est Ngannou, prénom Kevin, âge 28. Je te Ok. réponds sur le thème garde à vue, aussi, on reste dans le Je même. vois. Ça me va, ça me va. Je rentre dans mon rôle. Lieu de vie. Île-de-France, Fontenay-sous-Bois, précisément. Ok, 94, Val-de-Marne. ok, ok. Un lieu de cœur. C'est dur ça comme question, hein. C'est dur, C'est hein? dur, Pas facile. c'est dur, c'est pas facile comme question, hein. Un lieu de cœur, écoute, un lieu de cœur, mon canapé chez moi. C'est un bon lieu de cœur, ça. Bien dit, bien dit, bien dit. Est-ce que tu as une profession, un métier? Ouais, il faut, hein. Il faut, malheureusement, ouais. Alors, comment je le définis? Je te dirais simplement, je suis entrepreneur dans la food, je suis entrepreneur slash chef de projet. J'aime bien ces deux Ok, casquettes-là, ça. ok, ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler de trois hobbies que tu as? Hmm, alors, c'est variable, hein, donc je vais te donner les hobbies du moment. Alors, les hobbies du moment, c'est le taf. Oui, c'est un hobby. C'est les restos, faire des restos, c'est un deuxième hobby. Et un troisième hobby, ce serait en ce moment, ouais, des mangas, des animés. Voilà. Ok, d'accord. Et t'es sur quoi en ce moment comme manga? Écoute, bon, on n'est pas encore trop nombreux, donc je peux le dire parce que c'est un peu honteux. C'est mon manga de la honte, comment ça s'appelle? My Hero Academia. C'est un manga c'est un manga hyper gosse, tu vois, genre hyper un peu bébête, mais qui est efficace, qui se regarde bien. Effectivement, effectivement. On peut annoncer ça, mais c'est enregistré, donc il y aura des preuves. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un événement, qu'est-ce que tu es aujourd'hui, qui te détermine dans ta vie? Hmm, ouais. J'hésite entre deux. Ouais, mais je vais te parler de celui-là qui est plus récent, qui définit peut-être plus là, là où je veux, où on veut aller, parce que je suis pas tout seul sur ce problème, on en reparlera. C'est un événement qu'on vient qui est encore live, là, qu'on vient de lancer, qu'on a lancé le mois dernier sur Dubaï, où en gros, on a la chance de participer de faire partie en fait d'une sélection de chefs, de restaurateurs Super, qui bossent sur le premier food court africain au super. monde, donc ça sonne bien de le dire comme ça, qui est en fait à Dubaï sur le site de l'Expo Universelle. Voilà, et Ok, donc c'est un projet qui est hyper cool dans le sens et qui définit pas mal un peu, on va dire, ma mission sur le plan professionnel, dans le sens où tu vois, c'est une des volontés que moi j'ai eues et qu'on a avec nos associés, c'était toujours justement de pouvoir mettre en avant les différentes cuisines d'Afrique et de pouvoir les diffuser à un maximum de monde et de manière un peu, enfin, voire très qualitative. Et pour le coup, tu vois, le fait de pouvoir le faire à l'expo avec une clientèle qui est pour le coup totalement internationale et sur un événement qui a une telle, euh, une telle résonance, ça définit pas mal là où on veut, la direction qu'on veut, le cap qu'on veut continuer à suivre, je dirais, pour la suite, quoi. super, super. C'est un très beau projet, un beau projet en tout cas pour le coup. Et bravo, félicitations. Donc du coup, c'est en route, c'est ça comme tu disais, ou c'est déjà en place? Ouais, en fait, ça a été lancé. On est vraiment sur le même rythme que l'Expo, en fait. L'Expo, elle a démarré en octobre et elle se termine fin mars. Et donc, en fait, de début octobre à fin mars, tout le monde a la possibilité d'aller découvrir cet espace et notre comptoir, si jamais des gens sont de passage à Dubaï. C'est ça. Voilà. Super, bravo, félicitations à vous. Et du coup, on va Merci. rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter Penja? Ce que c'est Yes. Penja? Yes. Alors moi, je suis cofondateur de Penja. J'ai monté ça avec deux associés et amis. Pour faire simple, Penja, c'est une agence. La volonté, la mission de cette agence, c'est euh, d'explorer, de promouvoir et je dirais d'incarner aussi le renouveau des cuisines africaines. C'est comme ça que nous on l'appelle, dans le sens où en fait on s'est rendu compte que ces dernières années, il y a une forme d'engouement, tu vois, d'élan un petit peu créatif, Ouais, où tu as beaucoup de gens, que ce soit en France et ailleurs, hein, qui font la part belle à leurs origines.
et qui ont une approche de plus en plus décomplexée en fait de ces cuisines-là, et ce qui donne lieu, tu vois, à des trucs assez cool, à des expérimentations pardon assez cool, euh, chacun dans son univers. C'est pour ça que bon, tu parlais de Gloria tout à l'heure, tu vois, c'est encore une autre identité, un ADN culinaire où c'est très afro-métissée, je dirais, dans le sens où elle va puiser vraiment dans tout le répertoire de toutes les cuisines un peu des diasporas africaines slash noires pour D'accord. proposer quelque chose de très personnel, tu vois. Et nous, en fait, notre vision, c'est de se dire que on veut participer à ce mouvement-là à notre façon. Moi, je suis pas, bon, j'ai fait une école hôtelière, mais je suis pas chef. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter des projets. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, à un moment donné, arriver justement à fédérer un petit peu les acteurs et à travailler avec les différentes personnes sur des projets très spécifiques. Et en fait, euh, et en fait, tu vois, c'est toute la mission de l'agence, en fait. C'est toute la mission de l'agence. Et en fait, très concrètement, ça se matérialise par de la création de concepts, d'événements, tu vois, des choses comme on a pu faire à Dubaï. Ça se matérialise par du conseil où on accompagne aussi des marques ou des projets qui veulent justement se lancer et avoir peut-être déjà une expertise sur la bouffe parce que du coup on l'a, mais aussi sur les aspects branding, marketing, etc. Ok. On bosse avec des chefs, donc notamment Gloria, sur du développement de carrière assez standard. Donc j'ai pour habitude de dire, tu vois, un petit peu comme ce que tu peux voir dans le sport, dans la musique. Bon, il y a moins d'argent dedans, effectivement, mais les mêmes leviers qu'on active. Mhm. Et la dernière chose qu'on fait de plus en plus, c'est justement un peu ce travail de SAP, ce travail de lobbying, un peu de soft power. Donc, tu vois, ça passe par participer à ce genre de live, à des conférences. On essaie aussi de plus en plus de parler avec les institutions ici en France et aussi, tu vois, en Afrique, pour justement leur faire comprendre que sur les deux espaces, alors les enjeux sont pas les mêmes, mais de leur faire comprendre qu'en vérité, la gastronomie, au même titre que, et c'est pour ça que je suis très content de participer à ce live-là, c'est qu'en fait, au même titre que la musique, que l'art, en fait, c'est de la culture. Et que qui dit Totalement. culture dit patrimoine, qui dit culture dit influence. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore totalement saisi. Quand je dis on, c'est nous peut-être en tant qu'Africains et peut-être en tout cas les dirigeants. Et donc, on essaye aussi à notre petit niveau, mais d'appuyer dans ce sens. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur l'accès en fait culturel, parce que c'est vrai que généralement en fait, ben je te l'apprends pas. C'est le repas, la gastronomie, en fait, la nourriture entre guillemets permet on va dire, de tisser des liens et de créer des ponts, souvent entre et même dans la société. Et c'est vrai que la cuisine africaine, en tout cas de mon regard, est un peu en retard à ce niveau-là. Peut-être dans les codes, dans les codes de la restauration, peut-être qu'ils ne répondent pas aux codes actuelles en fait qui sont aujourd'hui en France, elle est encore un peu trop, je dirais, ghettoisée d'une certaine manière. Mhm, Et c'est là mhm. que je bien que Penja rentre un peu en ligne de compte pour pouvoir un peu normaliser les choses et pouvoir aussi ben, placer entre guillemets des chefs dans des restaurants, c'est ça? Dans des restaurants un petit peu partout, ça dépend vraiment des opportunités. Ça peut être des restaurants, tu vois, qui ont vocation, enfin, tu vois, des restaurants un peu traditionnels. Ça peut être beaucoup. Nous, on a cet ADN-là aussi de par nos expériences avant, mais on aime aussi beaucoup l'événementiel parce que ça permet, tu vois, d'expérimenter les choses, en fait. Et tu vois, de créer des vrais temps forts et un engouement, tu vois, de manière sur des temps très courts. Et donc, en fait, on aime bien, on aime beaucoup cet ADN-là et cette idée, tu vois, de te dire, OK, tu crées une expérience, c'est là, ça dure un moment, puis ça disparaît, et puis on relance autre chose. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y a tellement de choses à explorer que, en vérité, il y a aussi bien la partie plaisir que la partie pratique de se dire, en fait, on peut placer des chefs sur un resto, sur un concept de pop-up, et après, faire aussi ce travail, on a fait, parce qu'en fait, on a deux entités. Il y a Penja qui est vraiment focus sur tout ce qui va être food afro au sens très large. Et on a une autre entité qui s'appelle Untold Stories qui fait grosso modo la même chose, mais sur une dimension food beaucoup plus large. Donc là, on va travailler avec des chefs de tous horizons. Et en fait, si tu veux, on a aussi la chance de travailler avec Maurice Sacco. Et cette petite digression pour dire que tu vois, l'idée, c'est aussi bien de pouvoir les placer et arriver à évoluer avec eux sur une partie culinaire, mais aussi de les placer même sur une dimension culturelle. Aujourd'hui, la food, c'est beaucoup plus que juste de la nourriture. C'est les chefs de cuisine, les cuisiniers deviennent aussi, tu vois, des personnalités publiques, des ambassadeurs pour plein de causes qui transcendent parfois la nourriture. Et donc, c'est de se dire que si on peut aussi, à ce niveau-là, contribuer, on le fait avec grand plaisir. Et Maury, du coup, tu vois, il a signé là, enfin, il a fait partie d'un panel de personnes qui ont été sélectionnées sur la dernière campagne Ralph Lauren.
Oui, la campagne Monde Ralph Lauren. Et donc, tu vois, c'est au-delà du prestige de la marque, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, un chef afrodescendant, noir, mais tu vois aussi français, qui a grandi ici et qui a les codes un petit peu des deux mondes, totalement. et qui surtout est chef à la base, parce que tu vois, faut pas oublier qu'il y a 5 10 ans, être chef, enfin être cuisinier de base, il n'y avait pas de prestige. Et c'est hyper intéressant de voir comment il y a une accélération qui fait qu'aujourd'hui, bah, un gars comme lui est choisi pour représenter une marque comme Ralph Lauren à l'échelle du monde. Et du coup, de facto, c'est un ambassadeur quand même Mais et c'est un modèle, c'est un rôle modèle pour beaucoup de gens, notamment de la communauté, quoi. et ça impacte beaucoup. Et c'est vrai que pour le coup, on n'a pas parlé. Tu me disais que, alors, pour préciser, d'origine camerounaise. Et si je Yes, trouve Penja est une épice, c'est ça? Parce que tu me c'est parles de ça. Penja. Alors, Penja, c'est une région du Cameroun où en fait on trouve un poivre du même nom, donc le poivre de Penja, qui est un des trois indices géographiquement protégés en Afrique. Donc en gros, grosso modo, c'est un peu la même idée que les champagnes, c'est des noms qui sont déposés et qui sont propres à une région très spécifique. Donc on peut pas faire du poivre de Penja ailleurs que dans la région de Penja. C'est un Ok, poivre qui est vraiment très bon pour le coup, qui a vraiment, qui a vraiment, tu vois, un goût très marqué. Et nous, on a trouvé que c'était. En fait, mes deux associés sont aussi d'origine camerounaise, donc tu vois, il y avait d'accord. déjà ce petit clin d'œil culturel. Et puis derrière, il y avait aussi le fait que c'est aussi justement le peuple de Tenja une, euh, une représentation de ce que l'Afrique a de mieux à offrir sur le plan culinaire. Donc on trouvait ça intéressant de nommer l'agence avec ce nom qui représente un peu, qui incarne un peu justement une certaine forme d'excellence gastronomique à l'africaine, quoi. Totalement, totalement. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose de. Tu as évoqué un point qui est assez intéressant. Tu parlais en fait en termes de représentativité, tu sais. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte à travers la télévision, il y a de plus en plus de chefs jeunes qui viennent de milieux sociaux assez différents, mais qu'en fait, les afro-descendants ont toujours du mal à tisser, à créer de la place dans ce milieu-là. Comment tu expliques ça? Bah écoute, moi je pense que alors je vais forcément parler d'un prisme plus français au départ et essayer d'élargir un petit peu euh, dans le sens où c'est peut-être le terrain que je connais le mieux, mais je pense Mhm, qu'il y a plein de facteurs qui l'expliquent. Tu vois, moi j'ai fait une école hôtelière c'était en 2008, enfin entre 2008 et 2010, et en fait bah, des afro-descendants, des noirs il y en avait, des arabes il y en avait, et donc en fait on était là, on était représentés. Et je pense qu'il y a juste ce fameux effet plafond de verre, mais que tu peux retrouver dans plein d'autres industries qui existent aussi dans la cuisine, malgré le fait qu'on soit quand même très présent dans ces métiers-là. En fait, tu te rends compte qu'il y a un moment où, en fait, où on est limité. Et je pense que aussi, il y a aussi un volet où nous-mêmes, on s'est peut-être limité, tu vois, à pas dépasser un certain seuil. Après, honnêtement, et bon, ce que je dis, c'est ma vision et mon expérience que j'ai justement de la restauration en France. La France, de nature et reste quand même un pays qui est très conservateur et il y a des secteurs comme bah, la restauration, la gastronomie, comme peut-être la mode aussi, qui sont des cercles très fermés. Malgré le fait que des restos, il y en ait partout, quand en fait tu vas intégrer certains postes très précis et certaines sphères très précises, tu te rends vite compte que c'est des milieux qui sont très fermés et exactement. on n'avait pas forcément ces accès-là, ces réseaux-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup changer. Et on a parlé de Maury, mais en fait, des ambassadeurs, il y en a plein d'autres hein, qui justement jouent un peu ce rôle de modèle et sont là depuis longtemps et sont en place. Et je pense que ce qui change beaucoup, c'est qu'en fait, on a pris conscience grâce à ces acteurs comme ça on pouvait aussi accéder à ce genre de poste, qu'on n'avait pas forcément à faire de complexe. Et le deuxième élément, c'est aussi qu'on a compris qu'en fait, nos origines qui à la base étaient peut-être des choses qu'on prédestinait juste à être, voilà, tu vois, consommées à la maison dans un cadre un peu privé, un peu familial. On a Exactement. juste compris qu'aujourd'hui, ça pouvait devenir une vraie singularité et même qu'on avait peut-être même de manière totalement stratégique intérêt à les mettre en avant parce qu'en fait, c'est ça qui permettait éventuellement de te distinguer dans un marché en fait où tout le monde fait un petit peu la même chose, où tu as eu des grosses tendances de food, les cuisines un peu méditerranéennes, les cuisines Ouais, libanaises, etc. Et te dire que, ok, moi j'arrive avec une proposition, moi je suis d'origine camerounaise, j'arrive, je fais de la cuisine camerounaise et je montre au monde ce que c'est. Et vu que c'est nouveau, et vu qu'on est à Paris, et c'est là où ça se retourne un petit peu, c'est que le fait qu'on soit à Paris, ça reste malgré tout une opportunité de dingue dans le sens où les gens aiment manger. Il y a une vraie culture gastronomique, il y a une vraie exigence aussi gastronomique, donc c'est ça un peu le piège aussi. Mais si tu es bon à Paris, si tu fais tes classes à Paris et que tu arrives à Paris, en vérité, tu peux y arriver partout. Parce qu'il y a quand même un gros niveau, comme même si tu vois, je dis pas qu'il n'y a qu'en France, il y a un gros niveau, mais il y a quand même un gros niveau culinairement parlant en France et à Paris.
Mais c'est vrai que pour le coup, comment en fait, est-ce que vous, en fait, chez Penja, alors aujourd'hui, je suis un chef reconnu. Au passage, plutôt avant, excuse-moi, j'ai pu voir que en fait, que Glory, elle, n'est pas chef de métier, n'est pas étoilée. C'est ça, hein, si Yes, je ne me trompe pas. Alors comment exactement. la connexion elle s'est passée? Comment ça se fait en fait? Comment est-ce que quand on est chef aujourd'hui ou pas, et on peut aujourd'hui être amené à travailler avec Penja? Alors, bon, alors déjà, petit pas de côté, mais rapidement, tu vois, même sur la terminologie, le terme de chef, c'est intéressant parce que tu vois, pour des gens comme moi qui sont issus du sérail du métier, un chef, avant tout, c'est quelqu'un qui, bon, la définition un peu standard, parce que justement, c'est des lignes qui bougent aujourd'hui, mais un chef, de base, c'est quelqu'un qui a un resto, c'est quelqu'un qui a quand même éprouvé, tu vois, fait ses classes sur le terrain pendant longtemps, tu vois. Et, tu vois, en vérité, on dit que, ouais, tu vois, une dizaine, douzaine, quinzaine d'années avant d'être chef et qui sait gérer des équipes. Et ça, c'est très global comme poste. Aujourd'hui, en fait, on s'en rend compte et je pense que les médias, etc., poussent aussi à ça. Ce qu'on appelle chef, c'est un cuisinier. Sauf qu'en fait, c'est très différent. Si tu vas demander à des cuisiniers, tu vas appeler un cuisinier qui est commis, chef de partie, tu l'appelles chef. Tu sais, même lui, il va se sentir un petit peu, tu vois. Ok, Mais, ok. mais ceci étant dit, comment est-ce que tu fais cette transition et comment est-ce qu'après nous, on peut intervenir? Bah, Glory, bon, si on refait un événement avec elle, ce sera plus intéressant qu'elle-même raconte son histoire. Mais dans les grandes lignes, effectivement, c'est une reconversion. Avant, elle venait pas du tout de cet univers-là. Ouais. C'est juste que, tu vois, ça a été une série d'événements dans sa vie qui lui ont amené à cette révélation et cette volonté de s'orienter là-dessus. Et tu vois, comment ça se fait? Il y a plein de chemins. Et ce qui est très intéressant avec son parcours, c'est qu'elle a choisi justement une voie qui n'est pas forcément la voie académique, donc d'aller faire l'école Paul Bocuse, d'aller faire le Cordon Bleu, ce genre d'école où tu payes et au final, tu as des formations qui sont très intensives et sur ça avec un bagage. Elle a pris une voie qui est beaucoup plus, je pense, mais propre à ce qu'elle est, tu vois, propre à ce qu'elle Mhm. est, ce qu'elle représente et ce qu'elle incarne. Et au final, elle a fait ses classes tout seule. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas formée loin de là, hein. Elle a bossé dans des restos, elle a bossé avec des chefs, elle s'est fait accompagner. Et c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, la définition de chef bouge. Et en fait, au final, j'ai même envie de dire, c'est même pas ça l'important, en fait, de savoir au final est-ce que tu es chef, est-ce que tu l'es pas. C'est qu'est-ce que tu proposes C'est ça. quand tu arrives sur la scène culinaire, quand tu te mets en avant, quand tu prends la parole, que ce soit sur les réseaux, dans des papiers, etc. C'est qu'est-ce que tu as à offrir au monde. Et puis après, évidemment, il y a quand même un minimum de qualité pour que ce soit bien accueilli. Et nous, là où, comment est-ce qu'on intervient, on peut intervenir là-dedans, c'est que, comme je te disais, nous, justement, on a quand même une connaissance du métier, de l'industrie, des différents acteurs. Donc, on peut accompagner, tu vois, de manière très concrète sur déjà euh, challenger un peu le chef, tu vois, donc faire un vrai travail de shadowing, coaching avec le chef pour justement, ok, bah, tu vois, sur ça, on peut s'améliorer, sur ça, on est faible, peut-être sont tes points forts, peut-être sont tes points faibles, etc. C'est un travail qu'on fait, tu vois, un petit peu au quotidien. C'est un vrai travail d'échange dans le sens où, en fait, bah, je peux prendre le cas de Glory, en fait, c'est vraiment un travail de main dans la main qu'on fait, dans le sens où, tu vois, elle peut avoir des doutes sur certaines choses, des certitudes sur d'autres. Nous, l'idée, c'est d'arriver à challenger et on monte en même temps qu'elle, en vérité. Tu vois? Parce que nous, notre vision par rapport à tous les chefs ou les talents avec qui on bosse de près ou de loin, c'est de se dire qu'en fait, on a la même mission, qui est celle de valoriser, tu vois, un patrimoine, pour faire simple. Et donc, en fait, on avance forcément ensemble. Et donc, comment on les aide? Voilà, c'est sur ça, sur le développement de carrière, c'est sur mettre des opportunités. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est les opportunités, dans le sens où il y a beaucoup de plateformes qui aujourd'hui offrent de la visibilité, et c'est très bien, et il faut le faire. Maintenant, je pense qu'on est à un tournant où en fait, on a aussi besoin, et ce que je dis, je pourrais même le transposer à d'autres secteurs que la bouffe, hein, mais on a besoin aussi d'opportunités. C'est-à-dire que concrètement, on a besoin d'opportunités pour se faire voir, on a besoin d'opportunités pour gagner de l'argent, parce qu'en fait, c'est quand on aura cette puissance économique et médiatique qu'on va pouvoir faire des choses de plus en plus grosses, de plus en plus intéressantes, de plus en plus complexes, et donc au final, de plus en plus à impact. Et donc nous, D'accord. c'est sur ça, c'est sur vraiment ce créneau-là qu'on essaie de se positionner, c'est qu'on essaye toujours malgré le fait de faire des papiers, de faire des interviews, etc., on essaie toujours de le ramener à un moment donné à du terrain, à À du du concret, réel. dans le sens où on sait que c'est aussi ça qui permet d'avancer et voilà, de continuer à se développer, quoi. Et une question, est-ce que vous, en fait, chez Penja, est-ce qu'on a en fait une vision un peu plus globale du marché de l'alimentaire? En gros, moi, demain, j'aimerais ouvrir mon restaurant. Est-ce qu'en travaillant avec vous, je pourrais me dire, voilà, ben, en fait, dans tel endroit de restauration, que le marché, comment dire, avoir les indicateurs sur le Mhm. marché de la restauration du food africain. Mhm. Là, tu parles à l'échelle de la France ou à une échelle La, même plus la large France, que... ouais. La France Ouais, peut oui, être, oui, bien sûr. même Oui, bah, peut être plus précis, peut-être de Paris, Paris 18, tu vois, oui. des heures d'études, quoi. Oui, oui, clairement, dans le sens où en fait,
Bon, il y a très peu de statistiques, tu vois, au sens propre du terme, donc des chiffres qui vont te permettre de dire, OK, un tel fait tant de chiffre d'affaires, un tel fait machin. En revanche, les acteurs, on les connaît parce qu'en fait, la restauration, c'est déjà un microcosme. Quand tu creuses, quand tu redescends au niveau des restaurants africains, slash afro, c'est encore plus serré. Et quand tu redescends au niveau de ceux qui, en tout cas à mon sens, hein, tu vois, font un travail assez qualitatif et plutôt intéressant et qui s'inscrivent dans une démarche, tu vois, un peu d'innovation, etc., c'est encore plus resserré. Donc quand tu arrives au bout de l'entonnoir, il n'en reste pas beaucoup. On se connaît tous, en vérité. Là, On se connaît tous. On s'apprécie tous. En tout cas, une grosse partie. Et c'est vraiment vrai ce que je dis. C'est pas, tu c'est vois, vrai. c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, je parlais d'élan tout à l'heure. Il y a vraiment un élan, tu vois, de pas mal de gens qui ont compris en fait que c'était ensemble qu'on allait pouvoir faire bouger les lignes. Et malgré le fait qu'on continue tous nos aventures un peu personnelles. Et, euh, et donc, ouais, clairement, nous, on connaît tous les acteurs, donc en vérité, on sait aussi ce qui se fait, on sait souvent aussi ce qui se prépare. Et en fait, je pense que tu vois, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on est tous conscients qu'il y a un boulevard, qu'il y a une opportunité, qu'il y a des opportunités. Et en Ouais, fait, il y a tellement de concepts, tu vois, à créer, à inventer, à imaginer, ne serait-ce qu'à Paris, et à mettre en place, que nous, on est hyper enthousiastes. Enfin, tu sais, je pense à une amie là en tête qui m'a tanné cet été, parce qu'en gros, elle m'envoie des messages tout le temps en me disant, je cherche des gens. Tu vois, je cherche des gens, t'as pas des gens qui veulent bosser en cuisine avec moi sur un concept afro, tu vois, mais qui sont sensibles à la cause, pas juste qui viennent prendre, tu vois, prendre un billet, qui sont non, vraiment sensibles, qui ont vraiment envie. Et en c'est fait, intéressant. paradoxalement, en fait, on n'en trouve pas assez, tu vois, de gens qui sont prêts, qui ont envie de bosser à tous les niveaux, hein, que ce soit des commis, des chefs de parti, etc., et qui ont envie de bosser sur ce type de cuisine-là, qui ont une sensibilité, au moins, je demande même pas une expertise, tu vois. Et en fait, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, c'est aussi frustrant que c'est enthousiasmant, parce que ça veut dire que, tu vois, il y a Totalement, encore un boulevard de choses à faire, quoi. totalement. Et je lis un commentaire de Panafricain Gay que je salue qui dit qu'il y a très peu Mhm. de gens de live alors que la gastronomie est aussi une vitrine d'un peuple et d'une nation. Je suis totalement d'accord. Mhm. Que sur le nombre de personnes qui a connecté, c'est étonnant. Euh, et c'est vrai que ça représente une manne financière importante, effectivement. Mais je pense que, en fait, je ne sais pas ce que tu m'en dis, peut-être tu pourras m'éclairer dessus, Kevin. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, le problème de la gastronomie, déjà, en règle générale, ça tire pas autant de personnes que ça, je pense. Hein. Je pense qu'aujourd'hui même, elle a été vulgarisée par des chefs STBetch, par comment dire, des émissions comme des télécrochets, comme on peut le voir, Chef en cuisine ou Cauchemar en cuisine, toutes ces émissions culinaires qui sont en ce moment sur M6, ceux qui ont tout le Mhm. monopole apparemment des émissions culinaires, et que en fait, aujourd'hui, il nous faut encore un peu plus, je pense, des têtes des figures de proue. Tu vois, Mhm. qu'on parle de Glory aujourd'hui, de Maury aussi, qui je crois qui a fait Cauchemar en cuisine ou Top Chef, je crois. Hein. Ouais, Euh, Maury, top chef, top chef. Cauchemar Top en Chef. cuisine, ce sera un autre. Un autre truc. C'est pour ceux qui ratent. Hein. C'est pour ceux qui sont pas C'est bons. Donc, vrai. C'est vrai. Et du coup, bah, en fait, du coup, je pense que j'ai l'impression, moi, que dans l'imaginaire, en fait, de beaucoup d'afro, de consommateurs afro, la cuisine, c'est en gros, je peux manger ce plat-là chez moi ou chez ma mère fait autant. Pourquoi je vais mettre autant d'argent, quoi? C'est souvent un thème qui revient quand moi-même je suis avec des potes, on leur dit on va manger à un tel restaurant, je connais un tel coin, ça peut être sympa et tout. C'est combien? Ah, c'est 25-30 euros. Ah, mais attends, non. Moi, je peux manger des locaux pour moins cher, ma mère un peu mieux. C'est bon. hmm. Tu vois, je sais pas si c'est assez, si on est assez mature sur cette question-là, de règle générale. Bah, écoute, moi, je te dirais que je suis d'accord avec ton constat. Je suis d'accord aussi avec le commentaire de Panifricain Gay. C'est qu'en vérité, c'est dommage, mais c'est tout le propos, c'est toute la pertinence de ce genre de live. On est 10, on Exactement. est 10, 15 selon les moments et ça va continuer à grossir. Et de toute façon, je pense que c'est un message qu'il faut continuer à marteler jusqu'à ce que ça rentre dans les esprits. Maintenant, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'est pas assez mature là-dessus. C'est dommage parce qu'en vérité, d'autres le sont. Et petite parenthèse là-dessus, mais tu vois, en fait, quand tu vois, tu as des indicateurs en vérité qui prouvent qui montrent que les cuisines d'Afrique, en France notamment, mais ailleurs aussi, sont en vogue et ont vocation à devenir certainement la prochaine tendance. Moi, je le vois parce que je suis dans le truc. Hein, tu sais, je vois passer des articles sur LinkedIn, je vois passer des gens, il y a des levées de fonds par-ci par-là, il y a des initiatives qui se Totalement. créent, il y a des prises de contact qui se font aussi de manière plus ou moins publique, plus ou moins visible. Et en fait, tu te rends compte que d'autres ont compris les enjeux. Et en fait, nous, on les comprend pas. La question, c'est
enfin, tu vois, pour le dire de manière très directe et très simple, il ne faudra pas s'étonner derrière quand en fait tu te rendras compte que de la même manière qu'aujourd'hui tu vas à Châteauroux ou dans des quartiers et qu'en fait tu te rends compte que toutes les boutiques ne sont pas owned, tu vois, par des Africains, afro-descendants ou autres, demain, il risque de se passer la même chose si on ne prend pas conscience de ces choses-là, en fait. Et Mais, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'écosystème et de l'importance de fédérer. C'est qu'en fait, aujourd'hui, même si chacun a ses individualités, si tu prends l'exemple de la cuisine française à Paris ou même des cuisines asiatiques, etc., tu te rends compte que tout le monde se connaît. Il y a des gens qui s'apprécient plus ou moins, mais au-delà de ça, les gens se connaissent et sont capables de faire bloc pour aller défendre justement un patrimoine un petit peu commun. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. Et non, pour rejoindre ce que tu disais, je pense que nous, aujourd'hui, on a une vision, on a une approche encore très fonctionnelle du restaurant, c'est-à-dire je viens pour bien manger, that's it. Et donc, au c'est ça, final, mon prisme sous lequel je vais tout analyser, c'est juste est-ce que c'est bon? Est-ce c'est que c'est ça, pas bon? À c'est la ça. limite, pour ceux qui sont un peu plus deep, c'est est-ce que j'ai bien été accueilli? Est-ce que les toilettes sont propres? Et encore, tu vois, on est vraiment sur juste est-ce que c'est bon? Combien j'ai payé? Est-ce que c'était cher ou pas? Alors que derrière, effectivement, et je rejoins le commentaire encore une fois, bah, en fait, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Et aujourd'hui, tu vois que dans plein d'autres restos, et même nous, dans nos attitudes de consommation quand on va au restaurant, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu vas pas au restaurant que pour bien manger. Tu vas Mais non. parfois parce que le lieu est beau, tu vas pour te la péter, tu vas pour... tu vois, il y a plein d'autres raisons qui font que tu vas au resto. Tu vas pour Exactement. apprendre, pour découvrir des produits, pour découvrir une culture. Nous, Et tu- dans notre... Mais tu vois, pour faire un peu même l'autocritique aussi de nous en tant que professionnels de la restauration. Je pense que de toute façon, encore une fois, tu vois, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que si les gens aujourd'hui ne sont pas sensibles, réceptifs à ton discours tel que tu le proposes, comment est-ce que justement tu changes un petit peu de narratif, tu changes un petit peu d'approche pour arriver à leur faire comprendre? Parce que la finalité, c'est qu'il faut, entre guillemets, qu'ils comprennent. Et donc, à partir de là, tu te dis, OK, on observe le panorama des restaurants dits africains à Paris. Et en fait, tu peux les compter sur les doigts d'une main, le nombre qui justement font un travail au-delà du produit, déjà de la bouffe, donc de servir quelque chose de bon et relativement rapidement. Combien font ce travail justement d'apporter cette touche design, juste pour être dans un endroit où je me sens bien, tu vois? Combien font ce travail de vulgarisation, de partage, de transfert un peu culturel? Combien font ce travail de marketing, de branding pour rendre aussi le projet visible, pour attirer, pour le rendre attractif? Et en fait, tu te rends compte que, et c'est pour ça que quand je parle d'approche fonctionnelle, c'est aussi bien du côté client que du côté restaurateur. Les restaurants aujourd'hui, la plupart des restaurateurs aujourd'hui, ils se lancent en disant je vais juste ouvrir un resto parce que je connais les recettes et parce que ça va m'apporter un peu d'argent. Il n'y a C'est pas ça. forcément la vision qu'il y a derrière. Et Sandja, Et- Sandja que je connais bien et qui répond Entertainment, mais c'est ça en fait, c'est que tu ouais, vois, aujourd'hui, il faut dépasser cette vision juste de OK, on vient pour bien manger et en fait arriver à proposer des vraies expériences, tu vois, mais, 360. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et je valide totalement, c'est en fait aujourd'hui au restaurant pour vivre aussi une expérience. Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que je suis allé au restaurant, au-delà même de bien manger, si le service, si le restaurant, dans sa déco, dans le packaging, comment me vend, dans comment je suis accueilli, dans comment les serveurs sont habillés, sur quoi ils prennent leurs commandes, ça peut être sur des tablettes ou autre chose, tous les supports qui vont amener un plus en fait à la commande, tout peut changer. Et je voyais Mhm. ici aussi un commentaire de Début Moore qui disait que le service et l'accueil sont tout aussi importants que le plat, la qualité du plat, tu vois. Et c'est- Et tu vois, excuse-moi de te couper, tu vois, sur ce point, je sais pas si on m'entend parce que je t'entends plus, moi. Moi, je t'entends, ouais, je Ouais, t'entends. c'est bon, nickel. Je disais, tu vois, sur ce point rapidement, avant que ça me sorte de la tête, il y a aussi un déficit de formation. Et en fait, tout ça, ça s'explique, tu vois. Si tu rétropédales un petit peu, tu te rends compte que bah, les gars qui ont lancé des restos, mais c'est propre à toutes les industries, hein, c'est pas propre qu'à nous. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, on n'a pas su enchaîner. Parce qu'au départ, tu te rends compte que les gens qui ont ouvert des restaurants, c'est pas forcément des restaurateurs professionnels, tu vois. Mais de la même manière que, de toute façon, les premiers restaurants qui ont existé dans l'histoire, c'était pas des restaurateurs professionnels, puisque par définition, ça n'existait pas. Donc en fait, c'est juste que on a ouvert des restos parce qu'en fait, on a vu une opportunité. C'est un métier où même aujourd'hui, il y a peu de barrières à l'entrée, du moins sur le plan technique. Il y a des barrières à l'entrée sur le plan financier et encore, selon où tu t'installes. Et donc, en fait, c'est un métier que tout le monde, qui est, en tout cas d'apparence, accessible à tous. Et donc, du coup, on a ouvert des restos. Certains ont marché parce qu'en fait, on a du réseau, parce qu'en fait, c'est bon, parce qu'en fait, c'est bien placé pour des raisons un petit peu différentes. Mais on s'est jamais dit qu'il fallait aller plus loin. Et je pense qu'en fait, il est là le souci, c'est qu'en vérité, on s'est jamais dit qu'il fallait aller plus loin, alors qu'en fait, la clientèle, elle en face, elle a évolué. Euh, les, 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 euh, les, euh, les exigences d'un client africain ou pas, hein, tu vois, mais vis-à-vis d'un restaurant ont évolué. Et donc, en fait, c'est très compliqué, tu vois, à un moment donné, d'arriver à justifier un prix. Et souvent, en plus, ce qui se passe, c'est marrant de le constater, c'est que les gars, vu qu'ils vendent moins, montent les prix. Et donc, en fait, tu te retrouves à avoir des prix, tu vois, qui sont délirants par rapport à ce que tu manges et l'expérience qui est proposée, et qui fait qu'en Exact. fait, personne ne gagne au final. Tu vois, dans Non, ce scénario-là.
Et c'est vrai que c'est souvent le terme, on en parlait avant, enfin l'autre fois quand c'est au téléphone pour venir du live, que c'est souvent ce qui revient de l'expérience qu'on a en fait avec les restaurants africains, c'est le service client. La manière dont on traite le client, la manière dont en fait on vient payer un service, parce que manger on paye un service, on paye une expérience, on se retrouve parfois maltraité autant dans le délai, autant bah, dans la relation client, comme tu dis, par le manque de formation. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de gestion en interne des cuisines? Tu sais, et des fois, il m'arrive de regarder Cauchemar en cuisine, on se rend compte que parfois des gens qui ne sont pas des pros, ben, gèrent une Mhm. cuisine, gèrent la cuisine de la maison, alors que là, du coup, c'est pour 30, 40 couverts, beaucoup plus, et qu'il y a un problème de gestion des flux, des commandes en amont. Mhm. Moi, manger au restaurant africain, tu regardes la carte, non, aujourd'hui, il n'y a pas ça, 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 il n'y a pas ça. Tu vas bien, bon. Je mange quoi, je suis venu pour ça, on fait comment alors, du coup, tu vois? Si je Mhm. me fais là en partant, c'est que j'ai de la chance, tu vois. Mhm. Non, mais c'est pour ça que je parlais, tu vois, de professionnalisme. Et tu vois, je sais qu'au téléphone, je te disais aussi, on manque d'expertise. Et en fait, cette expertise-là, tu vois, quand je le dis, j'englobe tout. Donc, j'englobe aussi bien la partie expertise sur un plan très opérationnel, donc service client, gestion des ressources, gestion des stocks, etc. Mais qui sont en fait les bases du métier. Les gens oublient que la restauration, c'est un métier de marge et de logistique, grosso modo, tu vois. Avant même entre guillemets, tu vois, je dis ça d'un regard professionnel, mais avant même, parfois même, tu vois, justement, est-ce que c'est bon, etc. C'est comment est-ce que tu gères tes coûts, comment est-ce que tu gères tes stocks, tu limites tes pertes, etc. Et en fait, nous, on n'a pas assez, enfin, je caricature, mais de manière générale, tu te rends compte que beaucoup, en tout cas, ne l'ont pas. Et c'est là où ça pêche aussi, c'est que oui, parfois, tu as même eu des bons restos, tu vois, ou des beaux projets, mais qui se sont plantés parce qu'en fait, on a misé là où c'était évident, là où c'était facile. Donc, on a fait une belle déco. J'ai le souvenir d'un resto, j'espère que les patrons sont pas là, ils m'en voudront, mais un resto qui a ouvert dans le 8e, je crois que c'était rue de la Boissée, qui s'appelait Le Continent. Et je me rappelle de ce resto parce qu'il m'a marqué parce que tu vois, justement, rue de la Boissy, je vois un resto qui ouvre, belle déco, c'était peut-être il y a Hein. Mm. 6 7 ans. Et tu vois, moi je me dis, ah cool, tu vois, j'ai envie d'y aller. Donc j'étais avec mes potes, on est à 4 5. Et tu sais, donc voilà, bonne tablée, on a bien commandé. Tu sais, on était hyper enthousiastes, tu vois. Et en fait, là, bon, bah, toutes les déceptions qu'on doit tous malheureusement connaître, tu vois. Donc service lent, pas bon, froid, machin, etc. Et c'est là où tu te rends compte que, ouais, en fait, les mecs ont misé sur la déco où clairement ils ont claqué des millions dedans. Et c'était très beau. Mais tu vois, sur le côté service, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Ah. proposition. Parce qu'en fait, je pense qu'on se concentre sur les mauvaises choses et on se dit qu'en fait, et je pense que beaucoup profitent du fait qu'en fait, tu as une clientèle qui est un peu captive. C'est qu'en fait, en vérité, aujourd'hui, même si on est tous conscients, tu vois, de certaines problématiques, si à un moment donné, tu sors et que tu veux manger, entre guillemets, africain, bon, bah écoute, l'offre, elle est relativement réduite, donc tu vas faire des compromis, tu vois. C'est ça, exactement. Mais clairement, tu vois, on manque de formation. Et tu vois, bon, que ce soit Penja, il y a plein d'autres choses qui se créent, hein, qui se créent justement pour arriver à former justement les gens. Et puis, au-delà du prisme très africain, il y a juste des écoles hôtelières qui sont là, qui proposent des formations adultes. Il y a des écoles de commerce qui proposent des formations de gestion. Et en fait, c'est juste que nous, encore une fois, je pense que la notion d'investissement, tu vois, en soi-même pour justement acquérir ses compétences, on la voit pas. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est décaisser. Alors qu'en vérité, et bon, même de Ouais. manière plus simple, tu peux aussi bosser juste avec des consultants Ah, on t'entend plus. et qui font ça depuis des années. Ah, C'est bon, tu m'entends là? c'est bon, on t'entend à Ouais, nouveau. nickel. Ouais, Ouais, quand tu ouais, peux bosser avec des consultants, c'est vrai, comme on le voit beaucoup en production digitale, beaucoup de gens bossent avec des free qui viennent de temps en temps sur des missions bien ponctuelles, monter en compétences sur des projets. Après, quand le projet est en route, tout est mis en amont et on part. Mais je crois qu'on a vraiment une approche qui est compliquée de la restauration, qui est peut-être, comme tu l'as dit très bien, tu as très bien dit, il n'y a pas en fait cette formation et c'est des choses qu'on oublie assez souvent. Avant tout, après, tu vois, il y a des restos être, aujourd'hui, pour citer, tu vois, un resto comme BMK, tu vois, Paris Bamako, qui sont sur Paris, qui ont 2 restos aujourd'hui. Euh, c'est des gars qui ont compris tout ça, en fait, parce que c'est une autre génération aussi. Je pense que, tu vois, il y a aussi juste une réalité de génération, donc de mentalité et de compétences réelles, tu vois. C'est des mecs qui ont fait des écoles de commerce, c'est des mecs qui sont jeunes, c'est des mecs qui ont une vision qui ont une approche aussi, en même temps très marketing, en même temps très authentique, tu vois, de la cuisine. Ils ont impliqué leurs parents dans tout le process. Le papa et la maman faisaient le service, étaient en cuisine, machin. Et ils ont compris comment, en fait, tirer aussi profit, même en termes de marketing, de branding, de tout ça sans pour autant rogner sur l'authenticité, sur la qualité, et sans pour autant, tu vois, rentrer dans un truc où en fait c'est fake, tu vois. Donc ils ont réussi ouais, à concilier un petit peu tout ça, et au final, c'est des mecs qui, tu vois, rencontrent un gros succès depuis qu'ils ont ouvert, malgré le Covid, etc. Parce qu'en fait, les mecs ont juste compris ce que c'était d'ouvrir un resto
à l'ère, enfin, tu vois, en 2020, 2021, Exactement. Exactement. à Paris, et ils ont compris les enjeux. Tu vois, ils ont juste compris en Vraiment. fait les enjeux et l'exigence qui était celle d'une clientèle. Nous, je pense qu'on est encore dans un truc où on se dit, bon, allez, vas-y, tu vois, c'est la famille, nanana. Et tu vois, Exact. même pour faire un petit pas de côté, encore une fois, sur ça, même la manière dont quand tu vas parler avec des gens qui sont de près ou de loin impliqués dans un peu ce domaine de la food afro, tu te rends compte que c'est très personnel, tu vois. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est le fait que ce soit personnel qui met que tu mets ce supplément d'âme qui fait que ce soit bon, que ce soit authentique et que les gens aient envie de revenir. Maintenant, il ne faut pas que ça le soit trop dans le sens où il ne faut pas oublier que c'est un business. Et qu'en fait, qui dit business dit aussi avoir à un moment donné la capacité à avoir une analyse, un regard très froid sur les choses et tu Exactement. vois, faire tes choix autrement, enfin en tout cas entrer d'autres critères que juste l'affect dans la manière dont tu vas orienter, par exemple, l'offre de ton restaurant. Moi, j'ai bossé avec des gens qui sont là, oui, mais en fait, j'aime ça, donc je vais mettre ça à la carte. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que Mais les non, gens aiment, quelles sont les tendances, quels sont les formats qui fonctionnent aujourd'hui, totalement. sur place, en livraison. Et c'est comme ça aussi qu'on avance, tu vois. Totalement. Et comment t'expliques, enfin, il y a un mouvement aussi aujourd'hui qui vient assez, dont on parle assez souvent, et Mhm. c'est l'afro-véganisme. C'est quoi exactement ce que Yes. j'entends parler de ça? Qu'est-ce que c'est en fait, toi qui est dedans? Alors, bon, encore une fois, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas trop m'étaler parce que Gloria le dira mieux que moi, mais l'afro-véganisme, en fait, c'est tout simplement, bon, le véganisme de base, le véganisme au sens propre du terme, c'est aussi un style de vie. Au-delà de juste un régime alimentaire, c'est un style de vie, c'est-à-dire que tu vois, tu vas pas exploiter de près ou de loin tout ce qui est lié, tu vois, à la consommation animale, donc que ce soit au niveau de ce que tu vas manger et même de ce que tu vas porter, etc. Donc déjà, il y a cette philosophie de base, et en fait, le préfixe, on va dire, afro est venu se greffer à ça. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu te rends compte que, par essence et culturellement, beaucoup de sociétés africaines, en tout cas, le sont déjà, tu vois. Le sont déjà, ou en tout cas sont à minima, tu vois, végétariens, Le tu vois. véganisme, ouais. Et voilà, et voire vegan pour, tu vois, bah, tu vois, tout ce qui est les régimes Haïtal, les Jamaïcains, etc. C'était dans la même mouvance, en fait. Donc, tu vois, c'est juste qu'après, il y a aussi une question de naming, de branding et d'époque, où, en fait, aujourd'hui, le terme vegan est à la mode, indépendamment de l'afro ou pas, tu vois. Et, Ouais. donc, et effectivement, il y a de plus en plus de chefs qui se réclament de cette mouvance-là. Et ce que je trouve, moi, hyper intéressant, mon regard là-dessus, c'est que déjà, tu sais que c'est un terme qui surprend. C'est-à-dire que la question que tu poses là de c'est quoi l'afro-véganisme, en fait, tu l'as tout le temps. Et pour bosser avec Gloria, on le voit, hein, c'est accueilli de manière plus ou moins enthousiaste, parfois même sceptique, tu vois, en mode, ok, Pas, afro-vegan, qu'est-ce que c'est? c'est Parce que ça. déjà, tu vois, pour beaucoup, être, être africain et, tu vois, ne pas manger de viande, c'est déjà, tu vois, Ouais, presque pas- pas- antinomique. Et donc, en fait, je trouve que c'est un mouvement qui est hyper intéressant parce qu'en fait, il interpelle par le nom et forcément, en fait, il déstabilise. Pas forcément bien, hein, tu peux manger et ne pas aimer, mais en fait, forcément, il déstabilise parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et de goûter. Totalement, totalement, totalement. Et j'ai une question de panafricain hier, enfin, une réflexion qui Yes. demande, qui va dans la cuisine exclusive, de valorisons notre cuisine, elle n'est pas plus grasse ou moins variée qu'une autre. Chez les Mhm. Chinois, la carte, elle est la même personne elle est la même et personne se plaint. C'est ça hein, qui veut dire en tout, en gros. Ouais, Mhm. Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon, on fait souvent ce parallèle quand on parle maintenant des cuisines d'Afrique avec les cuisines d'Asie de manière générale. Et je trouve que c'est un très bon référent parce qu'effectivement, en fait, bah, il y a la même courbe. En fait, c'est des gens qui sont arrivés, c'est des communautés qui étaient là depuis longtemps en France, c'est des gens qui ont su, et je pense qu'ils, contrairement à nous, n'ont pas hésité, tu vois, à valoriser vraiment et à assumer. Et je rejoins totalement le commentaire, justement, à assumer leur cuisine, quand même à les adapter parce que dans tous les cas, tu t'adaptes forcément aux palais locaux, en fait, tu vois, mais tu vois, qui ont quand même réussi à cultiver une certaine forme d'authenticité et qui ont su aussi, tu vois, évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, bah, tout à l'heure, j'ai déjeuné à Belleville, là, chez Amassiam, tu vois, je fais des placements pour tous les restaurants. Tu vois, pas que je fais de la discrimination comme ça. Et j'ai déjeuné chez Amassiam, c'était très bon. Et en fait, tu vois, l'histoire d'Amassiam, c'est qu'à côté, tu as le resto qui s'appelle Laosiam, c'est le resto des parents, tu vois, donc très traditionnel, très, tu vois, très authentique, les gens de resto, tu sais, qui bougent pas en 20 ans, qui grandissent avec toi. Et en fait, les enfants ont ouvert deux, deux blocs plus loin, Amassiam, qui est un peu le pendant, tu vois. Donc il y a quand même cet ancrage très authentique, très, tu vois, très terre à terre, mais avec un côté aussi plus jeune, plus marketing, plus moderne, tu vois. Et je pense que nous, tu vois, encore une fois, je suis un peu en boucle, hein, mais au moins comme ça, j'imprime le message. En fait, Exactement. c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire. C'est juste à se dire que, OK, on assume qui on est, on assume ce qu'on mange, on n'essaye pas de trouver des raccourcis, on ne sait pas forcément la facilité de proposer même parfois les mêmes plats.
on cède pas à la facilité, tu vois, d'aller bosser sur des produits qui sont parfois trop transformés parce qu'on va gagner du temps. Non, on vient juste avec une démarche, tu vois, de qualité et d'authenticité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut forcément ajouter quand même un petit peu je vais faire un anglicisme, un petit peu de sexiness dedans. Tu vois, il faut arriver à le rendre sexy pour les gens. Parce qu'en fait, oui, je lis les commentaires. Oui, il y a certains restos où c'est trop salé, trop d'huile, etc. Il y a aussi plein de belles adresses. Parfois, souvent même, les gens vont citer les foyers pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Ils disent, ouais, mais au foyer, je mange un café pour 5 euros, c'est bon. Et c'est vrai. Et donc, en fait, la question, moi, tu sais, limite, j'ai envie de te dire, quand en fait, on me dit ça, j'ai envie de te dire, OK, mais en fait, comment tu fais en sorte que les gars dans le foyer qui sont capables de pondre un café à 5 euros qui est excellent, tu vois, moi, je te dirais, dans ma vision un peu entrepreneur, mais en fait, comment est-ce que tu arrives à prendre ce gars-là et en fait à en faire un chef? Sur un resto Ben, c'est très ça. traditionnel, sur un truc très terre à terre, deux, trois propositions, un truc très simple, très direct, très efficace, mais en fait qui marche à tous les coups, tu vois. Et il faut juste assumer, moi je pense qu'il faut avoir des convictions, tu vois, bon, c'est déjà une philosophie de vie, mais je pense que même dans la nourriture, et encore plus aujourd'hui, encore plus quand tu es à Paris, il faut avoir des convictions. Et en fait, je pense que c'est là-dessus aussi où nous, on se perd un petit peu, c'est qu'on cède un peu à... T'as beaucoup de restos où t'as du mafé, du yassa, du tiep, parce qu'on sait que c'est ce que a priori les gens connaissent, c'est ce que a priori les gens veulent, alors qu'en vérité, je pense que les gens, évidemment, ils vont pas te dire on veut du bongo chobi, on veut du foufou, on veut du machin, parce que c'est pas forcément les choses qu'ils connaissent. Par contre, si tu es capable si toi tu as envie de le faire, si tu es capable de bien le faire et juste de l'adapter au territoire et au format de ton restaurant, moi je suis persuadé que tu cartonnes. Ben, Et les c'est ça. Et cuisines en fait, d'Asie l'ont prouvé. Même, on en parlait que, en fait, généralement, quand tu veux manger africain, tu as trois types de plats. Tu as les alocos, poulet braisé et tchèp, entre guillemets, qui revient assez souvent. Et c'est vrai qu'il y a aussi Mhm. que j'ai aussi un grand pan de la cuisine africaine qui est pas assez révélé, en fait. Et que les gens ont envie de découvrir aussi autre chose, tu vois, à ce niveau-là. C'est là où je suis d'accord avec toi que la philosophie aussi qu'on peut avoir derrière, c'est de pouvoir apporter autre chose, c'est de pouvoir aussi ben, aller dans des découvertes différentes aussi des plats et des menus et d'avoir cette richesse-là, cette carte-là. Ça, je trouve que c'est génial. Tout à l'heure, tu parlais d'expérience à Dubaï. C'est à travers ces grands événements, ben, c'est vrai aussi de découvrir une partie de l'Afrique qui est derrière, en fait. Et de se dire, bah voilà, c'est pas la, pardon de caricaturer, c'est pas la grosse marmite qui vient sur la table. Ça peut être aussi dans la finesse, ça peut être dans la beauté, ça peut être aussi très bon. Et c'est très bon, Mhm. tu vois. Ça Mhm. va, tu vois. Mhm. C'est très bon aussi. Tu as des commentaires de ton discours d'interlocution. Je salue Zenela Merci. Chou, qui est une comédienne, artiste comédienne si je ne me trompe pas, qui je vois très souvent faire des plats, faire à manger, cuisiner. Donc je la salue au passage. Effectivement, c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il y a une vraie démarche. Ça qui m'a intéressé en tout cas de pouvoir échanger avec toi ce soir, c'était sur cette démarche dans les échanges qui sont remplis de conviction sur la cuisine afro. Et je pense qu'il y a toute une identité aussi à prendre. Moi, je suis assez effrayé quand je vais dans des restaurants. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en bac, en restauration, en bac, il y a beaucoup de personnes non africaines qui font à manger, des cuisiniers, tu Mhm. sais. Et Mhm. Mhm. en fait, comme tu disais tout à l'heure, en fait, sur tous les domaines, en fait, tu as l'impression qu'il y a qu'on vient en fait prendre les forces vives et les gens en font ce qu'ils veulent. C'est parce Mhm. que aussi d'identité, c'est parce qu'on manque aussi de tout à dit du préalable, de pouvoir savoir faire à manger, se former, vendre notre nourriture, et c'est ça en fait. Mhm. Et on se Je rend pense, je encore. pense, je pense je pense que tu vois, on a besoin je reviens sur cette notion d'écosystème parce que je pense que c'est vraiment important. On a besoin d'acteurs, tu vois, sur les différents maillons de la chaîne, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, il y a les gens que tu vois qui sont en front et qui sont les chefs. Et d'ailleurs, il y a Pierre, Pierre qui est un chef, qui a un resto à Pigalle, qui s'appelle le Garde-Temps, qui est un excellent chef camerounais et tu vois, qui justement joue. Et tu vois, je parlais de conviction, d'identité, etc. Et c'est ce qu'il fait tous les jours, en fait. Tu vois, il a une cuisine c'est un des pionniers de la bistronomie à Paris, tu vois, donc en France. Et il a cette cuisine, tu vois, qui est fermement ancrée dans la culture culinaire française, donc le respect des produits, l'intégrité des produits, pas faire pas de fioritures à la licencielle, etc. Et en fait, il l'injecte à chaque fois dans tous les plats, un peu de Cameroun spécifiquement. Et ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est que d'ailleurs, tu vois, on redescend à l'échelle des pays, parce qu'on parle bon, déjà, les gens parlent de la cuisine africaine, il faudrait parler des cuisines africaines, et à un moment donné, il faut qu'on arrive à parler même à l'échelle des pays, et Pierre, il fait ce travail-là Mais à sa manière dans son resto, et je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que je reviens sur cette notion même d'expertise. En fait, je pense que, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont participer à faire en sorte que, petit à petit, on démocratise.
tu vois, de manière soft, sans être dans de la revendication du militantisme, etc. Mais c'est juste qu'on démocratise et on partage quelque chose. Et je parlais d'écosystème, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, et je pense que c'est le next step, c'est d'arriver, j'en parlais avec une autre amie à moi qui est chef avant-hier, donc je vole ces mots, mais c'est d'arriver à allier la cuisine et la recherche, en fait. Tu vois, c'est de se dire que, OK, en fait, aujourd'hui, on a des chefs qui travaillent des produits, euh, parce que problématique de nomenclature, ou en fait un plat, il y a 50 noms selon le pays dans lequel tu le truc, parce que certains produits, nous-mêmes, on ne les connaît pas en tant qu'Africains. Pour C'est toutes vrai. ces raisons-là, en fait, arriver demain à faire aussi un travail en parallèle, qu'on fait un travail sur la partie transformation d'un produit, donc avec des chefs, avec des industriels, etc. Comment est-ce qu'à côté, on fait un travail de recherche? Comment est-ce qu'à côté, on fait un travail de consignation des savoirs parce qu'on a une culture de l'oralité, comment est-ce qu'on arrive à consigner ça à l'écrit, tu vois, ou même sur des nouveaux formats un peu digitaux, mais en tout cas à l'enregistrer comme tu fais ce soir avec ton live pour garder ça, garder une trace quelque part. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin, il y a Sanja qui est là, qui travaille dans un groupe hôtelier en Afrique et qui, du coup, fait un petit peu le tour d'Afrique et arrive justement essaye justement, tu vois, de créer des concepts. Elle parlait d'entertainment et c'est ça, et donc du coup, de créer des Mais, expériences. non, C'est tous Kevin, ces gens-là dont on mais, a besoin, en fait, en mais vérité, tu vois. si Sanja est là, Sanja, si tu es en live, tu peux monter en live avec nous, nous faire ton retour d'expérience de ce que tu vis. Sanja, si tu es OK, fais-moi un signe de la main pour que tu puisses monter en live. On aimerait bien t'entendre un chef en cuisine. Sanja, c'est une femme ou un homme? Sandra, c'est une femme. Sandra, elle n'est pas C'est chef, une mais son input, il peut être hyper, si elle est là et motivée, son input, il peut être hyper intéressant. Pierre est parti de ce que je vois, mais chef Ouais, aussi. partie, je vais Et chercher tout à l'heure. En tout cas, Sanja, attends, je vais la chercher si elle veut. Sanja, j'aimerais bien voir ton retour là-dessus. Et puis, ben, je te fais la demande carrément. Je fais carrément la demande si tu es dispo, même dans le noir, si on ne voit pas, c'est pas un souci. On aimerait bien voir ton retour d'expérience là-dessus, Sanja, sur la cuisine. Elle va se présenter si jamais elle accepte. Quand Sanja, si tu es là, un petit signe de la main, si tu veux bien, ça serait super intéressant. Ah, hello Sanja. Bonsoir. bonsoir, Hello. ça. Bonsoir. Enchanté, Coucou Sanja. Kevin. Vous me prenez un peu au dépourvu, mais c'est la discussion, elle est tellement intéressante que du coup je jump in mine de rien parce qu'il y a tellement de choses à dire et moi je fais pas Super. beaucoup de live hein, mais je trouve que là on est vraiment sur un sujet et ça fait toujours plaisir de parler avec ses pairs en fait hein, parce que comme disait Kevin, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur cette vision-là. En tout cas le travail que Kevin a fait au travers de Penja et avec tous ces différents chefs, donc que ça soit Pierre, que ça soit Maury que vous accompagnez également. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant et c'est vrai comme disait rapidement Kevin, moi je suis un peu de l'autre côté et c'est là où je pense qu'il y a, comme il disait, un écosystème à construire. Donc il y a des gens comme Kevin qui vont travailler avec différents chefs, qui vont aussi accompagner différentes marques et différents groupes. Et moi peut-être de l'autre côté, du côté plus on va dire corporate groupe, il s'agit surtout aussi de continuer en fait à promouvoir nos savoir-faire, promouvoir nos cuisines. Alors moi, le groupe pour lequel je travaille, il est basé en Afrique, donc on est vraiment, on va dire, au cœur du sujet. Et malgré tout, même du côté de chez nous, il y a une valorisation en fait de nos savoir-faire qu'on doit faire à partir de nos propres pays en fait. Parce que C'est-à-dire, quand on justement, regarde en Afrique, pardon. alors tu es en Afrique, c'est possible de savoir dans quel pays tu es, juste pour qu'on puisse. Alors, moi, je suis basée, on va dire, plutôt au niveau du Maroc, mais après, le groupe pour lequel je travaille, qui s'appelle notamment Onomo, c'est une chaîne panafricaine, donc on retrouve, on va dire, du Maroc, en Afrique de l'Ouest, Ok, en Afrique de l'Est également, parce qu'on a ouvert au Rwanda et en Ouganda récemment, au Mozambique et en Afrique du Sud. Donc, ok. on touche vraiment, on va dire, les différents pays du continent et malgré tout ce qu'on peut voir à travers ces différents pays qui ont tous une culture culinaire très différente, c'est que souvent, mine de rien, les chefs, ils vont être formés sur la cuisine européenne et notamment française dans ces pays francophones et que eux-mêmes n'ont pas forcément une connaissance ou en tout cas eux-mêmes ne connaissent pas forcément leur Là, terroir, c'est ça, ouais. Leurs produits, leurs traditions culinaires, même si ils vont les avoir,
mais souvent ils vont pas forcément vouloir aussi les partager parce que eux-mêmes vont penser que mine de rien, un touriste ou même un client local ne souhaite pas manger en fait une cuisine locale, alors que bien au contraire, nos clients qui viennent visiter nos hôtels, ce qu'ils souhaitent goûter avant tout, c'est une cuisine locale qui peut être transformée, revisitée, fusionnée avec d'autres types de cuisine, mais qui restera cependant vraiment locale. Donc il y a aussi tout ce travail de revalorisation de nos cultures culinaires auprès de nous-mêmes en fait. Ben, ce qui est un peu étonnant, Sandia, dans ce que tu me dis là, c'est que c'est quand même en Afrique que ça se passe, qu'il y a ces grosses différences-là. C'est-à-dire, en gros, c'est comme s'il y avait, j'ai l'impression, je vois une sorte de honte de dire, ben, en fait, les gens vont pas venir manger, vont pas venir goûter les plats africains, quoi. Ils sont venus, il faut faire la gastronomie française, là-bas, mais enfin, j'en perds mes mots. Tu vois carrément ce que ça me. Oui, oui, et mine de rien, bon, ça revient aussi peut-être à notre histoire en tout cas, en tant qu'Africain, où à un moment on a un petit peu aussi perdu notre identité au travers de nos différentes histoires et où on s'est plus tourné vers l'identité de nos colons, d'autrui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a tout ce travail qui est fait par des gens comme Kevin et toutes les personnes avec qui il collabore, tous ces chefs-là, mais que sur le continent même, il y a aussi tout ce travail à faire ou à refaire pour qu'on puisse se valoriser aussi et réapprendre en fait nos produits, parce que si on prend tous les différents pays d'Afrique, on a tous un terroir. On a, quand Kevin parlait tout à l'heure du poivre de Penja, de tout ce qui est appellation d'origine contrôlée, etc. On a des produits exceptionnels, que ce soit le miel, que ce soit la vanille, que ce soit le cacao, le café. Tous ces produits viennent d'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut les valoriser, comment est-ce qu'on peut aussi créer des appellations, comment est-ce qu'on peut pousser tout ce patrimoine culturel en fait vers le haut, parce que ça fait partie de notre soft power, ça fait partie de ce qui nous permet aujourd'hui de communiquer et de valoriser nos différents pays en fait. C'est ça, exactement. Mais du coup, est-ce que tu sens, toi qui es sur place, une forme d'initiative aujourd'hui auprès des jeunes? Je sais pas si tu travailles avec des jeunes chefs en cuisine, qui eux ont cette envie de pouvoir s'affirmer. Parce que je pense qu'aussi à travers les repas, la nourriture, on s'affirme aussi. C'est cette identité. Est-ce que tu sens cette envie auprès des nouveaux jeunes de pouvoir affirmer plus qui ils sont, toi qui es en Afrique, qui est à ce point-là aujourd'hui? Oui, alors je pense qu'il y a ce vrai mouvement et le fait aussi que l'information soit vraiment accessible, que tout le monde puisse aujourd'hui prendre exemple sur ces jeunes chefs, on va dire issus de la diaspora, qui sont étoilés, qui portent aussi ce discours. Ça permet aussi, je pense, aux jeunes dans les différents pays africains de aussi vouloir justement retravailler leurs produits, de vouloir réapprendre leurs histoires, d'aller plus loin dans cette recherche. Mais une fois de plus, comme disait Kevin, ce qu'il nous faut, c'est la formation, c'est la transmission. Et c'est ce qui manque réellement aujourd'hui en Afrique, parce que des écoles hôtelières, on en a ici en France, mais c'est vrai que sur le continent, on manque en fait de structures qui vont accompagner et qui vont apprendre en fait, parce qu'aujourd'hui dans une école hôtelière, je sais pas, à Kigali ou à Dakar ou ailleurs, quand on parle de cuisine, souvent on va toujours réapprendre les bases de la cuisine française, de la cuisine X ou Y en fait, mais de réapprendre nos propres cuisines. Ça passera aussi par toute cette transmission et c'est là où il y a toute une chaîne de valeur à mettre en place en fait, qui passera par des écoles, par des professeurs, par des partenariats, par des gens qui pourront apporter leur expertise et si possible qui auront aussi en fait cette connaissance du terroir et des pays dans lesquels ils sont présents, qui viendront pas juste amener cette expérience de l'extérieur. Mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que nous, ben, au sein de Palabre, on aime bien en fait avoir toujours les deux pans, c'est-à-dire et sur le pan africain, donc congolais en règle générale, parce que je suis originaire du Congo et c'est un podcast congolais, mais tourné vers l'Afrique, et avoir des acteurs aussi qui sont sur le terrain, parce que souvent la diaspora, on a tendance à parler pour les Africains sans connaître les réalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, ben, comment dire, vraiment, en tout cas, sur tous les pans de la société, en fait, il y a toujours le prisme du savoir qui est dispensé par l'étranger, en fait. Oui.
Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous apprenez, même dans votre nourriture, c'est sous le prisme de la gastronomie française, italienne ou je ne sais quoi, mais jamais sur votre propre identité. Et je comprends mieux, en tout cas ici dans les discussions qu'on a sur Palabre, quand on fait d'autres lives avec d'autres personnes, les différents traumas que le peuple noir peut avoir en fait, parce que on traîne ça depuis un moment. Et arrivé ici en France, on a des jeunes comme moi et comme plein d'autres qui veulent avoir ce lien aussi avec l'Afrique à travers euh, la nourriture, mais elle est en fait, après, on se rend compte qu'on parlait à certains points de la chaîne de valeur, à certains points, pardon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une dissonance dans les automatismes, et ça crée vraiment beaucoup de trauma, et je me rends compte que ben, le mal, comme d'habitude, vient de nos pays, en tout cas, vient en fait des pays d'Afrique qui, de base, de facto, ne forment pas les jeunes sur la propre gastronomie, mais sur celle des autres. Et je comprends mieux qu'ici, ben, il y a aussi parfois du mal à pouvoir être dans cette continuité-là, quoi, en tout cas. Ouais. Non, mais complètement. Et là, typiquement, un exemple, on va collaborer avec un chef que Kevin connaît très bien, Pierre, dont il parlait un peu plus tôt, sur des aspects de formation, en fait. Et je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose à construire, en tout cas avec nous sur le continent, c'est de pouvoir aussi apporter, on va dire, cet aspect formation au travers de personnes qui connaissent justement, au travers d'afro-descendants, tout simplement, C'est ça. qui vont connaître le terroir et qui vont aussi pouvoir partager en fait cette philosophie de se réapproprier nos produits, nos histoires et nos cultures. Mhm. Et toi, comment tu expliques que, comment dire, l'afro-food, comme on l'appelle comme ça de manière assez rapide, et soit autant hype? Tu vois, aujourd'hui, qu'on en parle aussi partout, que les gens veulent prendre des photos, veulent faire des beaux plats, et que de l'autre côté, en fait, sur place, dans l'éducation populaire, c'est pas ce qui est mis en avant. Comment tu expliques ce paradoxe-là, si paradoxal? En tout cas, l'afro-food, je pense qu'aujourd'hui, elle est complètement tendance parce que c'était aussi une des dernières, entre guillemets, frontières qui n'avait pas encore été franchie. Et au niveau de la food, bon, toutes les autres, entre guillemets, world food, que ça soit la cuisine asiatique, sud-américaine, péruvienne, enfin, tout, même en Afrique, la cuisine peut-être marocaine, a été en tout cas explorée, retravaillée, fusionnée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur les cuisines d'Afrique subsaharienne, on attendait ce moment et aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui est en marche. Mais une fois de plus, en tout cas, de l'autre côté, ça revient en fait justement à se revaloriser. Parce que tout à l'heure, je voyais certains commentaires, oui, mais parfois nos cuisines sont trop salées, trop grasses, etc. Mais en réalité, pas forcément. Si on revient à la base des cuisines africaines, on voit que elles sont pas forcément grasses, elles sont pas forcément salées, qu'il y a des produits qui sont très sains, que comme disait Kevin, le véganisme, il a toujours fait partie, en tout cas, de nos cultures ancestrales. Donc, que toutes ces tendances-là, entre guillemets, elles nous appartenaient déjà. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut se les réapproprier, comment est-ce qu'on peut les mettre aussi au goût du jour, comment est-ce qu'on peut les fusionner avec d'autres tendances qu'on peut voir aussi dans le monde de la gastronomie en général, et créer en fait cette cuisine et créer cette tendance qui nous appartient en fait, qui va nous ressembler aujourd'hui en 2021 et qui va nous permettre de proposer quelque chose qui correspond à la fois à nos palais, mais aussi aux palais de personnes qui ne connaîtraient rien du tout aux cuisines afro en fait. Super, super. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à compléter de ce que vient de nous dire, je valide à 100% en tout cas ce qui vient dit là. Est-ce que tu as quelque chose à compléter par rapport peut-être à la formation? Toi, je sais que tu aimes bien prendre des cycles dès le début et aller un peu au bout des process. Quand Mhm. est-ce qu'on monte une école de gastronomie en Afrique, enfin, au Cameroun, tiens? Parce que je pense qu'il y a des Bah, besoins, écoute, blague à part. écoute, c'est c'est un projet qui est en cours, hein. C'est un projet sur lequel je bosse avec une autre amie qui est chef. Bon, pour le coup, c'est pas au Cameroun, c'est à Dakar. Ok. Mais c'est un projet sur lequel on bosse. L'enjeu pour nous, c'est effectivement à terme, parce que là, pour l'instant, on est plus sur, tu vois, en fait, c'est arrivé à être un peu 360. C'est qu'il y a une partie où, en fait, à un moment donné, il faut redescendre. La restauration, c'est des métiers de terrain, tu vois. Et donc, il faut arriver à redescendre sur le terrain et à former les gens en cuisine, en salle. Donc ça, c'est un boulot qu'on veut faire, mais qui est un peu plus long traîne, dans le sens où, bah,
là, on rentre dans des enjeux, concrètement, dans des enjeux financiers, tu vois, il faut trouver les gens qui financent ça. Et tu reviens un peu à la boucle de départ où on se dit, en fait, il faut que les gens, pour financer ça, prennent conscience de l'importance que ça a et des enjeux économiques, sociaux, culturels qu'il y a derrière. Donc, forcément, c'est des cycles qui sont un peu plus longs. Mais tu vois, en parallèle de ça, ce sur quoi on bosse aussi, c'est justement, tu vois, bah, même cette petite conversation qu'on a là à trois maintenant, c'est hyper précieux en fait. Et en vérité, tu vois, c'est des choses qu'on peut orchestrer de manière assez flexible, assez simple. Et en fait, c'est des choses où, tout à l'heure on était 10, maintenant on est 24, on a eu un pic à 37, parce que oui, je C'est ça. surveille le compteur. Et tu vois, et c'est de te dire qu'en fait, on peut créer et on doit même créer ces discussions-là. Et en fait, là, nous, tu as nos expertises de nous en tant qu'hackers terrain. Il y a des chercheurs aussi qui sont investis sur ce genre de sujet, avec lesquels nous, on est en contact. Donc, en fait, si tu veux, nous, on bosse sur ce projet-là où justement on a envie de pouvoir donner la parole et de pouvoir créer un peu de l'intelligence collective sur ces thèmes-là. Et en fait, il faut, et je dis nous, mais bon, parce que je fais un peu d'autopromo, mais il y a plein d'autres gens qui le font. Il y a plein d'autres gens qui le font. Et je pense que une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver en fait à connecter les acteurs et en fait, tu vois, à faire vraiment des tirs groupés sur les différents sujets. Parce que certes, parfois, c'est des questions, tu vois, d'économiques, donc on parle de chiffres concrètement. Oui. Très souvent, on parle aussi tout simplement d'arriver à faire le lien entre les personnes et arriver juste déjà à créer ce genre d'échange-là. Moi, je trouve que c'est déjà énorme. On est déjà dans la bonne direction sur le plan de l'information. Au moins, tu vois, dans l'éducation intellectuelle, on va dire. Exactement. Et moi, je me rends compte à travers Palabre et à travers Insta, ça fait quoi? Ça fait presque 6 mois maintenant qu'on est vraiment actif sur Instagram. Avant, on n'était pas du tout, on était vraiment axé sur le podcast. Et je me rends compte qu'il y a vraiment de plus en plus d'initiatives et une vraie réflexion en fait des afro-descendants, des personnes noires, pour dire de manière très 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 générale, sur en fait différents points. Sur on apprend sur l'éducation, sur en fait l'identité, la psychologie. On se rend compte qu'en fait aujourd'hui tout est un peu, enfin tout est une forme de puzzle, tout est lié. Et en fait la réappropriation de nos propres cultures, du palais comme le disait Sandia aussi, c'est très important et ça vient entrer en ligne de compte aussi. Et totalement, et moi j'étais un peu effrayé de ça parce que il m'arrivait parfois d'aller manger dans des maquis, comment on appelle ça, sur Paris. Et tu dis, ben, heureusement que j'ai mangé la nuit, quoi, qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière, parce qu'en journée, c'est possible. Tu vois, c'est possible en journée, tu vois, en journée, je me dis que qu'est-ce qui m'a pris de manger là-dedans, quoi, parce que, et je me rends compte, quand on en parle avec des potes, que tiens, eux aussi, ils ont cette réflexion. Ils disent, en fait, on peut mettre la qualité, on peut mettre du packaging, on peut donner, quand tu as utilisé le mot, le rendre beaucoup plus attrayant, beaucoup plus sexy, la manière de pouvoir cuisiner, la manière du beau, du visuel. C'est aussi se dire, en fait, on peut faire des choses qui peuvent être belles et attirer les gens. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il dit là. Au-delà de la qualité du nombre de personnes qu'il y a, c'est vraiment la qualité du discours. Et je me rends compte que c'est hyper, hyper important de pouvoir être dans le qualitatif aujourd'hui pour toutes personnes qui sont noires en tout cas et qui se dit afro-descendants noirs, quoi. C'est hyper important et c'est bien d'avoir des personnes comme vous, des acteurs sur le terrain qui sont au courant et qui ont une expertise. Je reconnais là votre expertise dans ce que vous dites et c'est hyper important parce que vous n'êtes pas la personne qui se lève du matin et dire ah, en fait moi je pense que je dis que non. Il y a une espérance terrain et c'est important de pouvoir discuter avec vous là-dessus. En tout cas, c'est très intéressant. Bah, en tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. Moi, c'était un petit peu out of out of the blue, mais merci en tout cas parce que c'était super intéressant et Kevin continue, hein, notre ambassadeur national, là, international. Merci en tout cas à toi. Merci à vous. Merci à tous. Merci Sandra. Plaisir. Merci Ouais. à Bonne toi. soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi, Sandia. Merci. Ciao, salut. Bye.